Comme disait Toré, être cinéphile, c'est pas connaître l'histoire ou les détails de tel réalisateur ou de tel film, mais c'est regarder un film et se dire là, il se passe quelque chose. On n'est pas des critiques ni des universitaires, pardon, mais aujourd'hui, on va voir s'il se passe quelque chose. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de plonger dans le noir sur Radio Koto 97.7, 104.5 et www.radiokoto.com. Salut Julien, comment vas-tu ? Salutations, ça va plutôt pas mal, écoute, voilà. Ben. le beau temps arrive enfin dans le jeu. Ouais, le beau temps arrive, le beau temps repart, il Oui. pleut, il fait orage, il refait beau, il refait beau. Ouais, tout ça. Voilà, pour un mois de mars, giboulet de mars, on est pas mal. On est en mai, mais c'est pas grave. Ouais, voilà. Voilà. Tu nous reçois encore dans ton salon pour cette nouvel enregistrement. Alors cette fois-ci, pas de planning du cinéma, mais je suis sûr qu'il va se passer de belles choses dans le coin, parce que ce sont des émissions, celle-ci et la prochaine, en 2 parties, qui sont préenregistrées, parce qu'on va parler d'une saga au cinéma, une saga qui a marqué l'histoire Complètement. du cinéma, quand même assez bouleversante, tant techniquement que scénaristiquement. Je ne sais pas où je vais avec cette phrase, ça part un peu... j'ai l'impression de... Une saga qu'elle en est bien. Voilà. Nous allons parler de la saga Alien, et donc en 2 parties, parce qu'il y a quand même... un paquet de films. Il y a quand même pas mal de choses à dire et à faire. Donc, dans cette première partie, aujourd'hui, on va traiter des 4 premiers, de Alien, Aliens, Le Retour, Alien Cube et La Résurrection. Et puis, dans un second temps, nous parlerons des films, des 4 films suivants. C'est parti. C'est très étrange de ne pas avoir de... Tu sais, le lancement de l'agenda local. Ouais, donc, voilà. Ça coup, dénote un peu d'habitude, il faut reprendre. reprendre. T'es perdu, c'est pas grave, ça va bien se passer. Mais oui, ça va aller. Donc... Pour l'instant, j'ai que cette nourriture, alors. Philippe. La nourriture, si tu savais avec quoi c'est fait. Mon Dieu, je tiens pas du tout à savoir avec quoi c'est fait. Je me contente d'avaler. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? C'est dégueulasse, mais pas à ce point-là. Qu'est-ce qu'il y a, Kane? Tu te Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, ça a l'air sérieux. Attendez. Calme-toi. Aidez-moi, Calme-toi. il faut lui faire mordre quelque chose. Attention, ouvre-lui la bouche. Mets-lui ça dans la bouche. Ouvre la bouche. Allez, voir ça. Mets-lui ça entre les dents. Tu vois pas que c'est ce que je fais? Vas-y, calme-toi. Attention, tenez-le. Tenez-le. Parker, ne le touche pas. Non, ne le touche pas. Ne le touche pas. Alien, donc on se retrouve en 1979 avec le premier Alien de Ridley Scott. considéré comme un film de Ridley Scott. En réalité, je pense que c'est peut-être des 4 premiers films le film qui est le moins de son réalisateur que les autres, malgré ce que Ridley Scott a beau dire. Ouais. T'es pas trop d'accord? Le 3 est de son réalisateur sans Oui, de son alors, réalisateur, oui, parce oui. qu'il y a vraiment eu un truc. Mais Ouais, bon, on reviendra le dessus 3 au est moment un où on en film, parlera. qui a été charcuté, on va en Ouais. parler dans 5 minutes, mais disons que Ridley Scott a tendance aujourd'hui à quand même se placer comme le père de la saga, alors que s'il n'avait pas eu Dan O'Bannon et Ronald clairement. Shusett derrière lui et toute l'équipe du Dune de Jodorowsky, je pense que le Alien qu'on connaît ne serait Ce pas... serait peut-être pas ce qu'il est. Après, ça reste malgré tout bon. Le pas spirituel peut-être. Enfin, je sais pas comment dire. disons que... Il a récupéré apporté- du matériel de base, et il en a fait ce qu'il en a fait, quoi. Ouais, mais tu vois, enfin, même le jeu des acteurs, c'est-à-dire que même ce que fait Yaphet Kotto et comment Cartwright, j'ai oublié son nom. Bref. Lambert.
l'actrice qui joue Lambert. Ces deux-là ont énormément en fait improvisé. Ils ont changé leur ligne de dialogue parce que Ridley Scott ne leur parlait pas en fait. Il donnait très peu de J'ai direction. l'impression que c'est un réalisateur qui est quand même un peu particulier. C'est un connard, on peut le dire. un misanthrope si on est poli. Mais du coup, enfin, moi j'ai l'impression quand même que Ridley Scott n'est pas aussi important que ça. Là, je vais m'attirer les huées. Envoyer des lettres à Radio Koto, des lettres à mon attention, et ils me les feront parvenir. Mais Ridley Scott, selon moi, Ridley Scott n'a pas non plus une si grande importance que ça dans la saga. Elle prendra de l'importance quand il reviendra sur la saga avec Prometheus et Covenant, et même le fait qu'il soit producteur maintenant, producteur exécutif sur toutes les nouveautés. Mais je trouve que considérer Alien le premier comme un chef-d'œuvre de Ridley Scott, c'est un petit peu suranné. C'est un chef-d'œuvre, ça je pense que c'est un des plus grands films des années 70. C'est suranné pour lui ou c'est réducteur pour les autres? C'est peut-être réducteur pour les autres. Enfin, Dan O'Bannon quand même, c'est probablement lui qui est derrière toutes les bonnes idées. Bon, bref, voilà. C'est d'accord, le petit coup de gueulante. Bref, qu'est-ce que tu avais à nous dire sur Alien 1979? Alors déjà, première question. Oui. Ta première rencontre avec un xénomorphe, c'était quoi? Est-ce que tu t'en rappelles déjà? Non, je me rappelle pas. Je me rappelle la première fois que j'ai vu le film Alien parce que j'avais loué. C'était en DVD, donc c'était à l'époque des locations de DVD, donc c'était pas si vieux que ça. Je me rappelle avoir loué les 4 films et m'être fait les 4 films en une nuit. J'étais jeune et j'étais plein d'énergie à l'époque. Mais ma première rencontre avec les xénomorphes, je saurais pas dire parce que ça a toujours plus ou moins existé. Ils étaient présents dans les jeux vidéo, dans la pop culture. Je sais que cinématographiquement, j'ai vu Alien avant de voir les AVP et avant de voir les suivants. Je sais que j'ai vu dans l'ordre de production, mais 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, c'est certain. Mais par contre, non, le démarrage, je sais pas. Pourquoi? Pour savoir, ouais, parce que je pense que ça peut aussi... On est un peu tous pareils, j'ai l'impression. Ça peut aussi, conditionner en fait ce que tu attends d'un alien, je pense. Ouais. Je pense que les gens qui ont découvert... Moi, par exemple, mon premier contact avec un xéno, c'était Alien 3. Ah, ouais. Ah oui, c'est d'accord. le premier que j'ai vu. C'est terrifiant, du coup, aussi. J'étais ado. Ouais. Donc, il est sorti en quelle année, le 3? Il est sorti en 92. Donc, j'ai dû le voir, peut-être en 97, un truc comme ça. Je devais avoir 11 ou 12 ans, quoi. Et du coup, ce côté-là m'a plu, le côté du xéno seul et compagnie. Ah oui, là, tu vois, c'est vraiment... Je pense que ça te conditionne un peu sur tout le reste, où il y a quand même une ambiance qui est lourde, une ambiance qui est pesante. Malgré tout qu'après, le 2 restera mon film préféré. Ah. Mais ouais, je pense que ça conditionne un peu les gens et fait que moi, par exemple, le 3, je l'aime bien, en fait. Alors que beaucoup de gens l'aiment pas. Ah, mais ça va, là tu es en safe zone avec moi. Le 3, c'est un très très bon film, selon moi. Le 3, suivant les versions. Beaucoup. Oui, voilà. On reparle. Mais voilà, pour en revenir tout à fait d'accord. Et pour avoir échangé plusieurs fois, et d'ailleurs, c'est un petit peu l'origine de l'école qu'est-ce que tu préfères, le 1 ou le 2 parce qu'en fait, beaucoup de gens ont découvert la saga Alien avec le 2, qui est un actionneur qui est beaucoup plus accessible que le premier. Clairement. James Cameron, quoi. Mais un peu les miquettes, quoi. Et oui, ce que tu dis, c'est très vrai. Et j'ai même des amis qui ont découvert la saga avec les fameux AVP, Alien versus Predator, qui sont des films rigolos et qui ont cette vision-là. Et j'ai même carrément un copain, et ça c'est sourcé, vous pouvez retrouver un podcast enregistré où il disait « Je n'avais vu que les Alien versus Predator et j'avais pas envie de voir les Aliens parce que j'avais peur. » Parce que dans Alien vs Predator, c'est très léger, c'est fun, mais tu vois que les aliens font flipper. Et donc, te dire, je vais me lancer le premier qui est considéré comme vraiment un vrai film d'horreur complètement. À ambiance, ça peut foutre les jetons avant même de voir les films, quoi. C'est assez cool. Tu sais de quoi les bestioles sont capables et tout ça, mais à côté de ça, je trouve que le 1, c'est pas un film d'horreur à proprement parler.
C'est très angoissant quand même. Ouais, mais on est plus sur un film d'angoisse, un film d'ambiance qu'un film Ah oui, d'horreur. oui, en faisant la tu vois ce que je veux distinction. dire Oui, ouais, oui, voilà. tout à fait. Il y a, c'était y a pas le beaucoup bon de mot. scènes, on voit pas de gore par exemple Non, trop non. dans ce film. Les personnages qui meurent. Alors, on va spoiler pendant l'émission. Oui, voilà. De toute façon, on est en 2025. Je Voilà, pense que et la puis de toute plupart des façon, je gens- pense qu'on peut pas aborder le 2 sans aborder le 1, le 3 sans aborder le 2, et voilà, donc ça va forcément Déjà, à spoiler. la fin du premier, apparemment, les aliens continuent d'exister, vu qu'il y a des suites. C'est ça, donc quoique, et on peut faire des préquels, pourquoi pas. Oui, apparemment. Regarde Star Wars. Voilà, Pardon. tu t'étouffes. Hein. Ouais, c'est ça, je dis des conneries, ça, du pas coup. dire des bêtises comme ça, pareil. Mais ouais, pour moi, c'est plus un film vraiment d'angoisse, un film d'ambiance, dans le sens où, quand par exemple, quand tu as le personnage de Brett qui meurt, tu ne le vois pas mourir. Ouais. Tu vois le chat, Ben, tu vois Jones, même, tu vois son regard, c'est tout. Même Lambert, on la voit pas mourir. Lambert, Il y a on la fait voit photo, pas on le voit mourir. Comment il s'appelle Personne. Tom Skerritt, Dallas, il se fait emporter, on ne le sait voit pas. pas mourir. Non, il y a que John Hurt dans la scène du restaurant. Ouais, mais qui du coup, oui, là c'est Qui est très la bonne scène, scène d'ailleurs. hein. La scène gore, s'il en est du film. Ouais. Et qui, voilà, Oui, c'est la tout à fait légende ça. autour de cette scène est quand même cool aussi. Le fait que personne n'était au courant de ce qui allait se passer Ouais. rajoute quand même à la mythologie de la scène, Ouais. Ok. mais qui est vraiment très cool. Enfin, moi, c'est vraiment. Oui, c'est pas le bon mot, c'est pas un film d'horreur, c'est un film d'angoisse. Ouais, Oui, c'est ça. C'est vrai. Ok. C'est pour ça. Moi, c'est plus là-dessus où, voilà. Si vous avez peur du sang ou quoi que ce soit, à part dans la scène du Chestbuster, il y en a pas quoi. Mm. C'est quand même très basé sur l'ambiance, basé sur l'oppression que peut mettre cette bestiole qui est là, qui est inconnue de tout le monde et qui va dégommer un équipage entier quoi. Et pour redonner quand même à Ridley Scott quelque chose de positif, il y a quand même un travail de mise en scène et d'esthétique, c'est-à-dire qu'il sait ralentir quand il faut ralentir, il sait accélérer quand il faut accélérer. Le travail des lumières est assez incroyable, ce qui fait que l'ambiance en fait est posée de la bonne manière, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcée. Je pense que c'est un film, même si tu le regardes en après-midi avec tes volets ouverts et avec la fenêtre ouverte et le chien à côté qui aboie, tu comprends ce qui est en train de se passer et tu saisis, je ne pense pas que tu vives les angoisses, mais tu saisis les instants que tu es censé vivre. Et je pense que c'est un film qui a été quand même... Il y a une certaine maestria dans la mise en scène et dans la réalisation pure. C'est quand même parfaitement réussi, quoi. Ouais, et puis effectivement, je trouve que c'était très bon là-dessus. Et il y avait ce côté aussi, alors peut-être qu'on ne voyait pas à l'époque, mais qui au fur et à mesure des films qui sont sortis par la suite, mettait en place toute la mythologie de l'univers Alien. Oui, ils se sont beaucoup appuyés dessus, de toute façon, pour les suites. Il y a le Space Jockey, qui n'était pas nécessaire en fait sur le film qu'on voit. Bah, ça participe à l'ambiance. Ouais, mais qui ressortira dans Prometheus, je sais pas combien d'années plus tard, tout. De mauvaise manière. Mais... Oui et non, pourquoi pas. Moi, je suis pas. Alors, on en parlera tout à l'heure. Voilà, pourquoi pas. Mais voilà, tout ce côté de l'univers, la Weyland, les synthétiques, les œufs, les facehuggers, les chestbusters, comment l'alien évolue. Il y a tout ce côté-là qui est vraiment très cool, qui est vraiment mis en place dès le début et qui contribue aussi à ce côté oppressant. Se dire tout part d'un œuf. Ouais. Et fini. Ça tourne mal. Ouais, et ça tourne mal. Parce que ce qui sort de l'œuf, c'est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Qui était là d'abord, l'œuf ou le xéno, voilà. Oui, ça c'est une question qu'on a du mal à laquelle on a du mal à répondre, malgré les préquels qui ont été faits. Et ça a été jusqu'au... Pardon. Ça a été jusqu'à reprendre des scènes coupées que nous, on a découvert beaucoup plus tard, donc dans des versions Director's Cut, puisque le retour du capitaine, quand il est attaché au mur, qu'on l'utilise comme poule pondeuse, là, c'est quelque chose qui n'existait pas et auquel les gens n'avaient même pas connaissance.
quand le 2 est sorti, et pourtant le 2 reprend un peu ce système. Ouais, mais alors justement, moi, c'est le truc où dans le 1, cette version Director's Cut, elle rajoute des choses qui sont sympas. Voilà, des petites scènes à droite, à gauche qui peuvent être cool. Mais ce final correspond pas, en fait, à l'univers. Parce que là, elles sont utilisées comme comme tu dis, comme des mères pondeuses, mais parce qu'il y a les œufs à l'intérieur, en fait. Pas comme on te fout la tranche devant un œuf pour que tu sois fécondé. Oui, comme on l'aura dans tous les autres films, tous en les fait. autres, oui. Voilà. Et comme ça s'est produit pour comment il s'appelle, pour Kane au début. Ouais. C'est un œuf, un facehugger sorti d'un œuf qui, voilà, donc ça remet en cause tout ce qui va être fait dans le 2 avec la reine. Enfin, voilà, ça remet en cause les 3 films qui suivent, en fait, si on garde cette scène-là. Donc, pour moi, j'ai du mal à y adhérer à cette scène-là. Ou alors on peut considérer que on a le film au travers des yeux de Ripley à ce moment-là, et on peut considérer que ce qu'elle perçoit est faux. Et, enfin, elle est tellement flippée qu'elle voit des trucs, on ne sait pas trop ce qu'elle voit, il y a la lumière qui change, on comprend pas très bien ce qu'il fait là, ça va un peu vite, elle le crame vite, comme ça elle passe à autre chose. Ouais, je sais pas, c'est peut-être un peu capillotracté comme réflexion. Oui. Je pense que Ripley, elle a morflé, certes, mais Non, et puis elle est pas sous je pense pas acide. que le film. Non. Mais oui, c'est les suivants ont changé des trucs, mais en se basant quand même. Bon, oui, c'est vrai. Je sais pas, moi j'aime bien cette version Director's Cut qui rajoute des scènes d'ambiance. Après, oui, c'est sûr qu'il faut quand même bien séparer. De toute façon, la séparation, tu seras aussi obligé de la faire quoi qu'il arrive, parce que même entre le 2 et le 3, enfin, il faut quand même, ça nous demande une grosse gymnastique à nous pour nous dire, attends, la fin du 2, on arrive à ça dans le 3, alors qu'on est censé un peu les chercher. Tu vois, il y a quand même forcément des ratés entre les... Oui, il y a forcément des trous scénaristiques. Quand même, c'est chaud aussi. Oui. Oui, là, pour moi, c'est le Donc, plus gros écart scénaristique qu'ils aient fait de la saga. Mais, oui. Donc, mais moi, ça me gêne pas tant que ça. C'est ce genre de différence. Ouais, j'y fais pas trop cas. Ce qui m'importe dans cette scène, c'est plutôt l'ambiance de Elle débarque. Il y a quand même... à nouveau, je parlais de mise en scène. On était dans un film assez sombre, dans des couleurs noires et blanches. Et d'un coup, on rentre dans une scène à dominante jaune, très très jaune, qui vraiment... les blancs sont un peu laiteux. Enfin, il se passe quelque chose de très particulier dans cette scène. T'as l'impression de changer de... dénotante. Ouais, tu changes de paradigme. Elle dénote du truc. Et... J'avais pas vu que tu avais un t-shirt du Nostromo. Ah bah attends, je suis dans l'ambiance, tu crois quoi, toi? Je m'en rends compte une demi-heure plus tard. Mais ouais, non, je trouve que ce passage peut te sortir limite peut-être aussi du film, suivant ta sensibilité. Ouais, c'est vrai, voilà, ça peut être à double tranchant. Ouais, ok. Non, mais bon, ouais. Mais je sais qu'elle est pas forcément très appréciée. Alors que les Director's Cut du 2 est pas mal apprécié, voilà. Pour moi, le 2 se regarde en Director's Cut. Voilà. Ouais. Pas plus compliqué que ça. Ouais. Ok. Bon, pour le 1, non, après... c'est la saga. C'est un film qu'il est à voir. C'est un film qu'il faut le regarder parce qu'il est bien. Et tu vois, on parle de comment il s'appelle, de Les Dents de la Mer comme le film de lancement de blockbuster, parce que sorti en 79 et qui annonce le cinéma des années 80. Alien garde de grosses traces du cinéma des années 70, c'est-à-dire du cinéma lent, peu impressionnant. Alors que quand même, enfin le final est quand même très impressionnant. Ah oui, complètement. Et la mise en scène est très angoissante. De toute façon, Ridley Scott est un cinéaste venu de la publicité, donc c'est un publicitaire comme le sera dans le 2. James Cameron. Comme le sera James Cameron également. Donc il y a quand même ce désir de la part de la réalisation d'être impressionnante et par moment. de secouer les gens. Du coup, c'est bienvenu. Mais voilà, donc on donne la paternité du cinéma des années 80 à
aux Dents de la Mer, mais je me demande si elle est quand même pas à partager avec Alien qui secoue quand même le spectateur. Oui, un peu aussi, parce qu'il est quand même, il aura quand même marqué son temps sur un truc, un film qui dénote, un film qui impressionne et qui rebattait, pas qui rebattait les codes de l'époque, mais qui les adaptait au turfu, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Voilà. Ok. C'est bon pour Alien ? Eh ben, on est pas mal sur Alien. Et donc on arrive. Eh ben, sur Alien. Alors, Mekai, vous attendez quoi? Votre café au pieu? Encore une jolie journée de soleil. Être dans les Marines, c'est comme des vacances à la ferme. Chaque repas est un banquet. Chaque fin de mois, on est millionnaire. Chaque corvée est une partie de plaisir. Les Marines, j'adore. Oula, oh mon Dieu, c'est glacial par terre. Chérie, tu veux que je t'apporte tes pantoufles? Oh oui, merci, sergent. Ça serait extra. Regarde-moi dans l'œil. Rassemblement. Vasquez, il t'est jamais arrivé qu'on te prenne pour un mec? Non. Et toi? Est-ce que t'es une sale vache? Aliens. 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 Donc moi c'est mon chouchou, de toute façon voilà, je vais pas m'en cacher, je l'aime d'amour ce film. Donc toi ton école elle est choisie, c'est Alien 2. Le retour. Bah mon école oui et non, après je les aime tous en fait, voilà, j'ai vraiment de l'affect pour tous. Celui-là il y a un petit côté kitschouné de l'époque en fait. Ah oui, voilà. oui, là, on est dans le film d'action des années 80 comme on avait avec Predator, Commando, tous ces films de Schwarzy, de Stallone, voilà, qui ont des punchlines un peu grasses, un peu voilà, mais qui est par contre hyper maîtrisé. Ouais. C'est un film qui est super maîtrisé, qui te met une ambiance de fou et voilà, avec des acteurs qui étaient pour certains pas forcément hyper connus non plus, mais qui marchent de fou quoi. Voilà. Et puis James Cameron a fait venir les gars qui connaissaient, ces gars sûrs quoi. Il a fait, je sais plus combien il y a de personnes, je crois il y en a trois qui viennent du Terminator qu'il a fait juste avant quoi. Ouais. Voilà. Oui, mais même et puis de toute façon, les gens aiment continuer de travailler avec James Cameron, c'est-à-dire il est appréciable à l'inverse de Ridley Scott. Ok. Ouais. Mais ce qu'il y a de bien, tu vois, tu as cité les bons films parce que justement en parlant de Predator, donc on avait John McTiernan qui avait un travail de maîtrise également, mais avec en sachant ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'on est au démarrage du métatexte dans les actionneurs, c'est-à-dire que il sait que ces personnages sont complètement cons et il ne le cache pas. Et là, James Cameron également, il le sait, et nous aussi on le sait, mais on les apprécie quand même. Et il leur donne un côté humain, pas autant dans Predator, effectivement, comme ils sont cons, mais ils en deviennent attachants malgré les gros muscles. Ouais, et encore, ils en deviennent limite expendables, tu vois. Ils sont indispensables, ils peuvent crever, tu sais qu'ils sont là pour crever. Oui. Dans Aliens, t'as moins envie qu'ils meurent, en fait, parce que t'as envie qu'ils continuent. Ouais. À sortir leur punchline, à sortir, voilà. À chaque fois, décidément, désolé, c'est les allergies du mois de mai. À chaque fois, j'ai cette peine au cœur. Lors de la première attaque, il y a les Marines qui se font décimer. Complètement. Il y en a plein. Moi, je veux pas qu'il meure, le grand blond. Je veux attendre qu'il meure plus tard. Drake. Drake, ouais, voilà. Je veux pas qu'il meure à ce moment-là. Je veux qu'il reste 3-4 scènes de plus avant de mourir. Et ça me peine tellement, cette grenade quand elle explose. Je suis là, mais non, zut, attendez quoi. Ouais, non, mais t'en as plein comme ça. Enfin, la scène où t'as Vasquez qui meurt, Hudson qui meurt. Voilà, de toute façon, tout le monde meurt. Hein, donc, voilà, il meurt tous. Sauf X. Ouais. Mais bon, lui, il a combattu un Terminator, donc il est plus fort. Quoi que tu me diras, il y a, comment il s'appelle, Bill Paxton. Hein, Paxton qui a combattu un Terminator, un Predator et un Alien. Ouais. Mais lui, mais qui est mort à chaque fois. Oui, mais le robot aussi. Zut, comment il s'appelle cet acteur ? Bishop, tué par un Terminator dans le premier, qui aurait dû d'ailleurs être le Terminator originellement. Ouais. Et après dans un AVP, Alien. Et dans Alien 3, ouais. Dans AVP aussi. Et c'est quoi le troisième ? Predator, dans et AVP. Par un Predator ? Il est tué par un Predator ? Dans AVP, ouais.
Ah ben oui, il lui met un coup de lance. Oui, voilà. Donc lui aussi. Donc il partage ça. Ouais, mais je préfère Bill Paxton. Tout le monde préfère Paxton. Tout le monde adore Bill Paxton. Repose en paix. Qui est merveilleux. Bref. Et Vasquez aussi. Vasquez n'aura pas été tué par un Predator, mais par un Terminator et un Alien. Mais ouais, c'est très différent du 1. On prend le contre-pied totalement. C'est ça, clairement. Ouais. On est sur la menace unique dans un endroit clos à une menace massive face à des gens qui ne sont pas démunis, mais qui se retrouvent par être démunis parce qu'ils n'ont pas les moyens. Voilà. Totalement. Et c'est un film, tu vois, je comprends la déception. De même que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par le deuxième Terminator. Moi non plus, j'aime beaucoup de Terminator 2, qui prend un peu le contre-pied du premier, qui pareil était un survival, un serial killer, un slasher, et qui part sur complètement autre chose, qui a un propos sur la famille. D'ailleurs, Aliens a un propos sur la famille également. Et c'est un film à propos d'ailleurs. Pour un film d'action, on pourrait lui se dire, notamment dans cette version Director's Cut où on a toutes ces scènes où Ripley se pose des questions sur sa fille, sur ce qu'elle est devenue, pourquoi elle veut pas lui parler, ce qu'on peut comprendre. De toute façon, elle est. Ouais. On a toutes ces réponses-là. Lui parler, mais elle est morte. Pourquoi elle n'a pas voulu avoir d'enfant? Oui. Tu te dis, mais c'est ouf d'ailleurs. Enfin, bon, bref. Et je sais plus où j'allais, mince. Bref. Et c'est un film à propos. Je peux comprendre la déception de certaines personnes après avoir vu un film aussi angoissant qu'était le premier, se dire mais qu'est-ce que c'est ce truc? Pourquoi on va sur un film d'action qui démonte ce qui a été fait dans le premier? Pourquoi on n'a plus l'ambiance? Mais moi, ça marche. Mais c'est un film qui marche. Et puis je pense qu'ils auraient refait en fait un Alien 2 comme le Alien 1. C'est un peu ce qu'on retrouvera dans le 3. Ouais, mais justement, le 3, du coup, je lui trouve peut-être des excuses qu'il faudrait pas, mais du coup, le 3 repart sur ce côté angoissant de la menace unique et fait mouche parce que justement, on ne l'avait pas dans le 2. Pour moi, en fait, ils ont fait un cycle. Le 1 est une menace unique à angoisse, le 2 est un film d'action, le 3 est un film d'angoisse à menace unique, le 4 est un film d'action. On a vraiment un roulement comme ça qui fait que tu ne peux pas t'en lasser, on va dire. Tu évites l'écueil de te retrouver avec toujours les mêmes films et toujours les mêmes scènes et toujours les mêmes tropes qui arrivent. Voilà. Et je pense qu'ils ont été intelligents peut-être là-dessus. Et après, c'est aussi les volontés de chaque réal qu'ils ont mis dessus. Voilà. Je suis pas sûr, par exemple, que James Cameron aurait été bon dans l'exercice du film d'angoisse pur et dur, très... c'est pas son délire. Alors autant sur Abyss, il y arrive plus ou moins. Ouais, mais pareil. Mais parce qu'on est plus sur de l'ambiance, mais pas forcément oppressante et horreur. Non, il est plus à l'aise à faire parler les personnages dans Abyss que... Ouais, tout à fait. Mais pour moi, c'est un gros oui. Voilà, Puis ouais, comme tu dis, il y a vraiment des... C'est un film vraiment à propos, parce qu'il y a vraiment, par exemple, le propos qui sera ensuite dans tous les autres, mais du profit face à la survie, en fait. Avec la Weyland qui est vraiment là, la compagnie, qui veut récupérer les bestioles, qui veut gagner de la thune dessus, qui, voilà, au détriment des gens qui sont sacrifiables. Ouais. Et ça suivra sur les autres, en fait. Ouais, mais ça, c'est un gros truc du cinéma américain, c'est-à-dire faire des gros films qui ont coûté un pognon de dingue pour dire attention aux entreprises qui font des gros trucs. C'est assez marrant. Ouais. Et puis, c'est très cool. Et Ripley qui prend réellement toute son envergure dans celui-là. Dans le premier, elle était un peu une survivante, une héroïne par défaut. Ouais, voilà, décidément, je ne retrouve pas mes mots aujourd'hui. C'était la victime. Ah oui, complètement. Que là, maintenant, elle devient la protagoniste, quoi. Ah, elle devient. Ouais, mais elle a toujours ce côté fragile et tout ça. Pour moi, le seul film dans lequel elle sera vraiment pas la victime, c'est le 4. Oui. Voilà. Mais dans les autres, elle restera quand même victime, entre guillemets, parce que la bestiole qui s'étend devant elle lui est supérieure, tout simplement. Oui. Mais elle prend... un exosquelette. Et et puis elle a... puis voilà, c'est un film qui est bourré punchline. Enfin, voilà, on en a vu quelques-unes
quelques-unes là pour illustrer. Et c'est vrai que ça fait son charme aussi. Ouais. Le ne la touche pas, ça le pute, il est mythique. Tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a en tête, tout le monde le connaît, ce truc-là. Les répliques d'Hudson aussi. Voilà, Vasquez, on t'a jamais pris pour un homme. Non, et toi? Ok, voilà, c'est que des ping-pong comme ça qui rajoutent du grain au film et qui est vachement cool, quoi. Même en VF. Oui, même la VF est très cool, voilà. Et qui rajoutera aussi ce côté qui étendra la mythologie de l'alien aussi, en justement rajoutant la reine, rajoutant tout ce côté social et hiérarchique chez les xénomorphes. Les prétoriens. C'est ça. Mais c'est les dit drones, les prétoriens. Non, ils n'en parlent pas. C'est plus après la communauté, je pense, qui s'est fait son propre lore avec les drones, les prétoriens, et les machins et tout ça. Mais vraiment, la reine, on sait d'où viennent les œufs. Ouais. On sait d'où viennent les œufs, on sait comment ça fonctionne. Et on voit que voilà, il y a vraiment tout ce système hiérarchique, il y a une compréhension entre eux, la reine qui leur parle, qui leur dit de s'écarter, parce que Ripley peut brûler les œufs. Enfin voilà, il y a tout ce côté qui les rend d'autant plus menaçants parce que tu te dis, boss de concert en fait. Ouais. C'est pas des animaux fous lâchés dans la nature, ils sont vraiment, vraiment un truc social, quoi. Et mais ça aussi, ça peut être un peu perçu comme dommage parce que dans le premier, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est un vrai animal sauvage ou si c'est... On comprend pas, on ne sait pas ce qu'il fait, on comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il danse, tu sais, quand il va tuer Lambert, tu vois, il fait des trucs super chelous. On comprend pas cette bête. Tandis que là, on commence à la comprendre. Et moi, ça me va. Mais je peux comprendre également que ce soit problématique pour les gens, se dire ouais, mais c'est dommage, on a perdu un trueur implacable qui. On a toujours un tueur implacable. Sait pas ce qu'il fait. Ouais, mais tu vois. Mais organisé. J'ai un copain qui avait un parallèle assez rigolo. Il disait l'alien, c'est un truc. Dans le premier, il vient te chercher. Dans le deuxième, il passe à côté de toi et il va te choper seulement si tu lui fais un croche-patte. Non, mais ils ont un but. Dans le deuxième, ils tuent tout le monde. Ouais, ils ont un vrai but. Après, je comprends qu'on puisse se dire ça, notamment face à la scène du début où les Marines descendent dans le puits et que c'est qu'au moment où ils crament quelqu'un que les murs se mettent à bouger. Ouais. Mais est-ce qu'on peut pas justement le voir comme c'est un piège en fait? Allez-y, venez les mecs. Voilà. Et dans la suite du film, ils viennent. C'est eux qui viennent dans la station, c'est eux qui trouvent un moyen de passer pour venir les choper, quoi. Ouais. Même Newt, la gamine, le dit, voilà, ils sortent toutes les nuits, quasiment toutes les nuits ils viennent. Alors c'est peut-être déstabilisant de dire ils viennent toutes les nuits, c'est pas des vampires, quoi. On s'en fout, ils pourraient sortir tout le temps. Effectivement, c'est un petit truc scénaristique pour dire bon, il y a des moments de calme, des moments où ça va. Oui, non, là c'est pour faire un parallèle avec les cauchemars. Voilà, c'est ça. Mais ouais, je trouve que malgré tout ça marche et malgré tout, si, ils viennent. Hein, j'ai pas envie. Voilà, ceux du 2, j'ai pas envie de les avoir en face de moi, ceux du 1 non plus, de tous les autres non plus. Mais voilà, ça reste quand même des tueurs implacables et que je trouve d'autant plus effrayant du fait qu'ils sont organisés. Ouais. Et qu'ils sont masse. Ils sont très nombreux. Et c'est en ça aussi, comme tu disais, il y a des scènes dans la Director's Cut qui... pour moi, le 2, il faut le voir en Director's Cut. Il n'y a pas à tortiller. Je crois pas l'avoir vu en cinéma, moi. Je l'ai revu, tu vois, justement, pour me rafraîchir tout ça. Je me l'ai fait refaire dans cette émission. J'ai eu la flemme de sortir ma galette. Du coup, je les ai mis sur Disney+. Ah. Et sur Disney+, on n'a pas les Director's Cut. C'est marrant, ça. Non, c'est triste. Ouais. Parce que du coup, il y a plein de scènes qui manquent. On n'a pas... Alors, cette scène-là, comme tu disais, pour le côté mystérieux de l'alien, cette scène-là, que certains ne l'aiment pas, moi, je l'aime bien. C'est la scène de Newt avec ses parents qui vont dans le vaisseau. Ah, au début, ouais. Au tout début, où le père de la gamine se fait choper par un facehugger et que tu comprends que c'est lui qui va amener la menace dans la colonie. Ouais. Cette scène-là n'y est pas. Ouais. Mais du coup, ce qui fait que dans la version cinéma, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé.
C'est ça. Ce qui, pareil, ça peut mettre de l'ambiance, mais bon, vu que c'est un film d'action, bon, c'est pas trop grave de l'avoir. Et moi, je la trouve cool en plus. Moi, je l'aime beaucoup. Elle ouvre la porte et le père tombe, hein, c'est ça. Elle ouvre la porte et c'est la mère qui est en train de porter le père qui se beurre autour de la tronche. Donc cool, en plus. ouais, la scène est vraiment très cool et tu comprends le traumatisme de la gosse aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc il y a cette scène-là qui, pour moi, est quand même importante. Il y a une référence à Shining avec le vélo, le tricycle. Oui, également. tout à fait. Ça, oui, c'est dans les couloirs. Ouais, parce qu'on voit la vie aussi dans la colonie. L'astéroïde. Là. Voilà. Ouais. Et il y a cette scène aussi, comme tu disais, justement, qui rajoute un côté humain à Ripley. C'est la scène où, donc dans le film, elle est retrouvée 57 ans plus tard. Et elle apprend que sa fille est morte, en fait. Sa fille qu'elle devait retrouver à la fin du 1 est morte. Ouais. Et c'est pas dit dans la version cinéma. Et là, dans la version Director's Cut, elle y est. On lui dit qu'elle a vécu jusqu'à tel âge, elle est morte 2 ans avant qu'il la retrouve, on a un hologramme de sa tête avant de décéder, enfin voilà, ça rajoute vraiment un côté d'autant plus grave à la situation, de voir que sa fille, en fait, a limite le double de son âge sur la photo. Ouais. Ça rajoute un malaise, tu comprends que la nana, tu vrillerais, n'importe qui vrillerait à ce moment-là. Quoi. Totalement. Donc voilà, il y a ce moment-là qui est vraiment très fort. Après, il y a plein de petits moments à droite, à gauche. Moi, j'aime beaucoup la scène du capteur de mouvement dans le truc où, au final, c'est des souris dans un laboratoire là, qui bougent. Donc voilà, ça rajoute un côté oppressant et pour rien. Et l'autre scène que j'aime vraiment beaucoup, c'est celle des tourelles. Ouais. Qui n'est pas dans la version cinéma non plus. D'accord. Et qui pourtant rajoute énormément, je trouve, parce que tu vois des tourelles énormes qui vident leur chargeur sur des dizaines d'aliens et qui les arrêtent pas. Et qui sert de compte à rebours. C'est-à-dire que lorsque les tourelles ne tirent plus, les aliens arrivent. Et ça, on le sait. D'ailleurs, ça sert à ça. Hein, ça augmente, je trouve, la pression. Dire, ça va arriver. Et puis, ça te dit aussi, il y a une marée de Xénos qui arrivent, quoi, parce qu'ils en butent je sais pas combien, et pourtant, il y en a toujours autant. Quoi. Ouais, c'est marrant. Ouais, après, bon, ce sont des choix de producteurs. Autant le premier, on peut comprendre les scènes coupées. Autant le deuxième, bon, c'est dommage, quoi. Ouais, oui, c'est des choix peut-être sur la durée du film. Mais une fois de plus, tu vois, le film en version Director's Cut, on l'aura découvert une dizaine d'années plus tard, quoi. Même 20 ans plus tard, quoi. Et pourtant, le film était quand même extrêmement connu et devenu culte quasiment instantanément. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, ça fonctionne. C'est nous qui râlons pour rien. Non, je pense que... Non, c'est pas râler pour rien, parce que le film sans ça, voilà, je l'ai regardé en version cinéma, je me suis régalé, parce que c'est un film, voilà, comme tu dis, que la saga Alien, comme la saga Jurassic Park, c'est des films que je me fais... Jurassic Park 3 Jurassic Park. J'adore Jurassic Park 3. On en parlera un jour. Voilà, que je me fais... Qu'est-ce qu'il y a con, ce film. Ouais, très bête. Très, très bête. Que je me fais... peut-être une fois par an. Ouais. Donc, je les aime d'amour, voilà, vraiment. Mais tu te dis, une fois que tu as vu la Director's Cut, c'est compliqué de revenir en arrière, en fait, et de te dire, je vais voir la version light. Voilà, c'est juste ça. Même si la version light est très bonne. Okay. C'est juste ce petit point-là. Voilà. Mais voilà, dans tous les cas, regardez-le, mais si possible en Director's Cut. Ok. Ce qui nous amène au troisième film. Morse, je t'en prie. Détache-moi. T'es malade, pas question. Je t'en supplie, j'ai mal. C'est pas mon problème. Mais j'ai rien fait, j'ai mal. Oh, arrête de me parler. Je t'en prie, j'ai rien fait, s'il te plaît. Pas question. Je vais rester ici à te surveiller comme on me l'a demandé. Je veux pas avoir d'emmerde avec Dillon. Je lui ai juste dit ce qu'a fait le dragon à Box et à Reigns. T'as bien vu, t'étais là. Putain, ça oui, je l'ai vu. Je t'en prie. Si elle entre ici, je suis mort, je suis coincé. Elle ne va pas entrer ici parce qu'on l'a piégée. Alors rends-moi un service, je t'en prie, passe-moi au moins une cigarette. Moi, je t'en ai toujours donné, non? Oui, oui. Je suis ton copain, hein?
t'aime bien, Morse. Merde. Tu vas pas la fermer. T'as intérêt à te tenir peinard. Écoute, tu vas arrêter de me faire chier. Où est-ce qu'ils l'ont coincé? Dans une fosse septique. Ils l'ont coincé et ils l'ont enfermé à double tour. Je veux encore la voir. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Tu peux les garder, tes cigarettes, abruti. On fait des bons bons dans le temps quand même entre les prods. 79, 86. Et là, t'as dit 92. 6 ans plus tard. Ouais, 92 avec David Fincher, qui c'était son premier film. Ouais, le pauvre. Et ça a failli être son dernier. Ouais, ça a failli être son dernier. Ça aurait été dommage parce que bon, Seven, Fight Club. On est quand même. Mais on retrouve du Seven et du Fight Club dedans quand même, je trouve. Ben. D'un point de vue ambiance, d'un point de vue. C'est un mec qui fait des films très creepy quand même. Oui. Mais de toute façon, ça, moi, j'aime bien comparer ça au premier film de David Lynch. Dune. David Lynch, que l'on paie à ton âme aussi, décidément. Et qui, pareil, le premier film a été très compliqué à réaliser, à faire, à tourner, à cause des producteurs, a été charcuté à la sortie et a amené à une quasi fin de carrière avortée. Carrière avortée pour le réalisateur dans les deux cas. Et, là, ça et pourtant, ce sont des films dans lesquels on trouve le cœur du réalisateur. C'est-à-dire qu'en effet, Lynch, Fincher, ouais. on retrouve ce qu'il sera plus tard dedans. C'est ouf. Clairement, on est vraiment sur un film, là pour le coup, à grosse ambiance, je trouve. Parce que ce pénitencier du bout de l'univers, c'est même pas le pénitencier du bout du monde, c'est le pénitencier du bout de l'univers. Il est creepy, il est malsain. On a vraiment des trucs. Alors voilà, les mecs qui sont dedans, c'est des chromosomes double Y. Alors moi, je trouve ça rigolo. C'est vraiment le plus mascu des ouais, c'est ça. C'est XX, c'est les femmes. XY, bon, c'est les hommes gentils entre guillemets. Là, on a les chromosomes double Y. Les mecs, on est sur le zome. C'est le zome avec toute sa splendeur et en fait, toute sa splendeur, non, toute sa déchéance parce que c'est que des violeurs et des tueurs. Oui, alors voilà, ce film sert d'assumance totale du. L'Alien, on l'a pas mentionné, mais dans le premier notamment, grâce à l'art de Hans Giger, c'est une parabole du viol. Et en fait, Alien 3, Alien Cube, assume totalement cette parabole et l'utilise clairement, directement. C'est-à-dire que là, on a des violeurs qui doivent se battre contre un violeur. Clairement, et on a cette évolution. Enfin, moi, je trouve que même... on a envie de les détester parce que c'est des mecs qui sont détestables de par ce qu'ils sont, mais auxquels, malgré tout, on s'attache pour certains. Un peu. Ouais, je trouve que si tu vois un Dillon par exemple. Mais c'est le seul, tu vois. Le leader. C'est lequel, Morse? Morse, c'est le seul qui survit à la fin. Celui qui se prend une balle et qui l'amène pour qu'elle se suicide, qui tourne la poignée. Voilà. Il a un côté péteux, il a un côté, dans l'extrait qu'on a passé, il a un côté péteux parce que c'est lui qu'on entend je veux venger tous mes copains, mais il veut pas y aller parce qu'il a peur pour sa vie. Voilà, c'est un grand méchant violeur, mais qui se retrouve face à une grosse bestiole et qui est plus méchante que lui. Et ça leur donne, après il y en a certaines, ça lui donne un côté un peu humain, alors qu'il y en a certains par contre pas du tout. Ça leur donne aucun côté parce qu'ils ont ils sont flippants, au même titre limite. Limite dans le début du film, la plus grosse menace c'est eux. Oui, totalement. De toute façon, Ripley se retrouve seul, complètement désarmé là pour le coup. C'est ça. Et autant il y en a qui sont prêts comme Dillon à l'accueillir parce qu'ils essayent de trouver la foi de tout ce qu'on veut. Donc il y a un propos aussi religieux un peu là-dedans. Autant il y en a certains, la foi était là pour faire passer le temps et s'ils peuvent lui mettre un coup, ils lui mettront un coup quoi. Limite, heureusement pour elle, qu'elle a vécu ce qu'elle a vécu
pour être renforcée quand elle arrive. Ah mais clairement, c'est une machine. Là-dedans, dans celui-là, Ripley, c'est une machine de guerre. Il est foufou. Transformation, changement de paradigme à nouveau pour l'alien, qui n'est plus ce monstre étrange dont on ne sait rien, qui n'est plus non plus cette colonie de fourmis agressives, qui devient encore autre chose, qui est un peu pâteau, parce que là, pour le coup, on a un alien qui ne sort pas d'un être humain, mais d'un animal, donc on comprend, suivant les versions, une vache, un chien, je sais plus quoi. Ouais. Mais en gros, c'est un alien moins intelligent, moins malin que les précédents. Il est plus primal. Ouais, voilà, il est quand même plus primal, même dans ses déplacements. Il tombe dans des pièges cette fois. Il tombe, il court à quatre pattes et tout. Il y a ce côté, pâteau, je trouve. Et c'est bien. J'aurais pas dit pâteau, parce que pour moi, pâteau, c'est... Il reste fin, longiligne. Ouais, pour moi, il a vraiment, en fait, ce côté plus vif que les autres, au contraire. Ouais. Il a vraiment ce côté, le fait qu'il sort d'un animal lui donne justement un côté d'autant plus prédateur animal. C'est un guépard, quoi, le bordel. Mais peut-être plus primitif d'un point de vue raisonnement. Ouais, tout à fait. C'est ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire là-dessus. Et qui est donc une nouvelle itération de l'alien qui est très intéressante, qui change à nouveau ce paradigme et il redevient flippant d'une autre manière. C'est ça. Ce serait bien. C'est ça se renouvelle. Alors, je regrette juste un peu la CGI qui est... peut sortir, mais voilà, c'est l'époque qui voulait ça, mais c'est vrai que... Alors CGI, c'est les effets spéciaux, la manière dont il est et dont il est animé par informatique et non plus physiquement. C'est ça. Alors il y a certains passages où effectivement il est toujours animé par marionnette. Gros plan, un gros plan on l'a, mais c'est vrai que les plans de loin, on sort un peu de l'oppression parce que c'est perfectible. Mais après c'est l'époque qui veut ça. Donc bon, à l'époque c'était révolutionnaire, maintenant ça le serait beaucoup moins. Moi, c'est le seul petit truc qui m'en fait un peu sortir par moment, c'est que quand on le voit courir entier, bon, ok. Oh, ça y est pas très souvent non plus. C'est pour ça. Je passe au travers. Puis quand tu vois certains effets spéciaux du 4e, tu te dis, bon, en fait, le 3, c'était pas si mal. Ouais, c'est... Certains, pas faux. Pas tous. Ok. Mais ça reste un bon film. Ouais, moi j'aime beaucoup. Alors là, pour le coup, ambiance très 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 lourde et très pesante. On rigole pas trop dans celui-là. On rigole pas du tout dans celui-là. Et j'aime bien Alors, je n'aime pas le choix de démarrage, c'est-à-dire le fait d'avoir tué X et Newt. Je trouve ça très étrange et nul en fait, parce que tu avais une capacité, tu avais un potentiel à utiliser. Bon, X c'est X, mais Newt aurait pu... ça aurait pu devenir la fille adoptive et ça aurait pu être là pour le coup, si ce film avait été produit aujourd'hui, je pense qu'on aurait gardé Newt et qu'elle serait devenue l'avenir de la saga. Tu vois, comme ils ont voulu faire là avec les Beetlejuice, avec la fille qui devient l'héroïne. Je n'ai pas vu le film, je m'en moque, mais apparemment c'est voilà. Et bon, bref, c'est un acte, c'est dommage, on a raté quelque chose. Mais bon, compte tenu du choix qui a été fait, le démarrage du film, je trouve, est super cool avec cette ambiance, avec ces machines au loin. On dirait, on sait pas si c'est des robots ou si c'est juste des machines. On sait pas. Ça fait un peu penser à des dinosaures. Je trouve ça très très cool et vision que tu n'as que sur la Director's Cut. Enfin, sur la version longue. Et là, pour le coup, moi, je retrouve quelque chose de très... Je vais faire mon cinéphile à 2 balles, mais je trouve quelque chose de très tarkovskien, c'est-à-dire ces images fixes qui montrent des paysages désolés ou désolants. Et moi, ça, je me dis, Fincher, là, il avait vu du Tarkovsky, il a voulu en mettre dans son film, et donc c'est très très bien. Bref. Le démarrage du film, j'aime beaucoup le début. Après, c'est ce que je réfléchissais. Est-ce que le fait de ne pas mettre Newt, alors tu me diras, on peut toujours trouver une parade, le film se passe 6 ans plus tard, la gamine, elle est plus gamine. Ah oui, non, mais ça, il fallait changer l'actrice. Il fallait changer d'actrice. Ça, c'est pas... je sais, voilà. Bon, après, c'est un choix. C'est des faux problèmes dans... Oui. Dans l'histoire sans fin, le gamin, il change 3 fois. Bon, ouais. On l'aimait quand même quand on était enfant. C'est pas faux. Mais non, je sais pas. Moi, je l'aime bien quand même tel qu'il est. Parce qu'il y a quand même
Je pense que l'évolution de Ripley, l'évolution qui se fait autour de Ripley encore dans cet épisode, parce que Ripley devient, au début, est l'intrus que personne ne veut parce que femme dans un milieu carcéral de violeurs, devient la personne sur laquelle il s'appuie à la fin parce que c'est la seule qui peut peut-être les sauver. Ouais. Est-ce que ça aurait été le cas avec X ? Je pense pas. Est-ce que ça aurait été le cas si elle avait dû s'occuper de Newt en même temps ? Peut-être pas non plus, surtout au vu du final. Ça dépend du propos que tu veux mettre dans ton film, c'est sûr. Voilà, surtout au vu du final où voilà. Ouais, mais non, mais imagine le même final, mais avec Newt qui regarde ça et qui se dit putain. C'est ciao. Allez, j'ai perdu ma mère. Bishop, ramène-moi s'il te plaît. Ouais, bah, sauf que Bishop maintenant, Bref. Après, mais oui, c'est un film, pareil, très très mal aimé là pour le coup. Bah, je pense qu'il est mal aimé parce que Fincher est quand même clivant peut-être sur sa mise en scène et sur tout ce qu'il fait autour. Il y a un côté refus de l'action. Tu complètement. Le même film est donné à d'autres réalisateurs. J'ai pas d'exemple, mais ne serait-ce que Cameron. Mais non, Cameron il aurait pas fait. Il aurait changé le scénar. Mais le même film, t'aurais pu avoir tellement de scènes, limite gore. Il est un peu plus gore quand même, d'ailleurs. Il est un peu plus gore, mais on voit pas non plus les corps mutilés. Ouais. Toujours dans ce côté très, il y a du sang, beaucoup, mais on voit pas les corps. Ouais, c'est bien. Pour les gens que ça peut mettre mal à l'aise, c'est aussi important, je pense. Et ça rajoute du mystère aussi dans un certain sens. Là où, dans le 4, tu vois, ils en mettront un petit peu plus de gore et je trouve que limite ça me dessert le film en fait. C'est rigolo. Ouais, mais justement, ça le dessert du coup. Si tu te dis qu'un alien est rigolo. Ouais, mais. Ouais, on va voir après le 4. On va discuter. Après, ouais. Non, mais le 3, voilà. Le film le plus mal aimé. Version longue ou version courte ? Non, version longue aussi, ouais. Ouais. Alors, c'est dans laquelle il y a juste un truc. Il me semble que dans la longue, c'est dans le chien. Dans la courte, c'est dans le chien. Ah. Dans la longue, c'est dans la vache. Et je trouve que. Pour moi, le chien correspond plus. Voilà, techniquement, le chien correspond plus, mais techniquement aussi, pourquoi est-ce qu'il y aurait un chien sur cette prison ? Tu peux lui trouver 10 000 raisons. Ah ouais, je sais pas. Mais, chasser, mais ça correspond ne serait-ce que pour chasser les rats, tu vois. Oui, d'accord. Ok, c'est bon, ça marche. Voilà. D'accord. Mais je trouve que c'est mieux un chien aussi, compte tenu de ce qui est fait de l'alien. Chestbuster, pas Chestbuster. Oh, ça n'a pas vraiment de... Pour moi, ça n'a pas. J'ai regardé un peu sur le net, il y a des gens qui... Fou, voilà. Les gens sont vénères. Hein. Les gens se disent, ouais, mais du coup, ça dessert. Tu sais que dans tous les cas, Ripley allait mourir, donc son sacrifice, c'est pas un vrai sacrifice, parce que de toute façon, elle crève en tombant et avec le Chestbuster qui sort. Chose qui est rattrapée dans le 4e, parce que... Non, vu qu'elle est... Non, elle a pas le... en lui. Donc, ouais, non. Moi, franchement, ça me... Je sais pas, dans faux débat. Cas, c'est nihiliste, donc ouais, à la limite, si elle l'a, tu te dis, bon, en plus, non seulement elle se sacrifie, mais en plus, quoi qu'il arrive, elle aurait cru, super, génial, bravo, Fincher, nihilisme au possible. Je sais pas. Faux débat. Ouais, bon, là, moi, ça me... C'est joli, par contre, l'image de la voir tomber et il y a le truc ralenti, qui sort, c'est marrant. Ça, c'est dans la version courte. Ouais. Version courte, longue, ils l'ont enlevé. Ouais, je sais pas. Après, dans la version longue, ils ont mis les passages avec Golik. Je sais pas si tu te rappelles, non. Golik, c'est celui qui, au début, voit ses collègues crever et qui l'appelle le dragon, tu sais, la bestiole. Ouais, moi, j'aime bien lui. Qui va le libérer à un moment donné, quand ils arrivent à le faire prisonnier. Ouais. Et ce passage-là n'est pas dans la version courte, il me semble. Du moins, il est de tête, parce que je l'ai regardé pareil, mais il y a des moments où j'ai vrillé un peu, j'ai capégé un peu. Mais il me semble justement que ce passage n'y est pas. Et je trouve que le personnage est plutôt cool, justement, tu vois, le fou. Le fou, il trouve un truc un peu, voilà, le dragon. Après, je pense que si tu veux regarder la version longue, faut la regarder en VO. Parce qu'ils ont été redoublés en français. D'accord. Et c'est pas les mêmes doubleurs. C'est dommage. Donc tu sens quand la scène est rajoutée ou pas. Ils ont pas fait le film entier, quoi. Ils ont juste fait les scènes. Pour la sortie cinéma, voilà, ils avaient doublé le film cinéma, mais pour la ressortie en version longue, les doublages ont changé. Donc il y a même des moments où ils se tutoient, ils se vous voient, ils se retutoient. T'as le passage notamment entre Ripley et comment il s'appelle, Clemens, le docteur. Je sais plus. Ou juste papa Lannister dans Game of Thrones.
où ils dialoguent les les bien deux. jeune à l'époque. Ouais, qui était bien jeune à l'époque. Et ils dialoguent tous les deux. Et justement, pendant le dialogue, ils rajoutent du dialogue. Et ça dénote, en fait, parce que c'est pas les mêmes intonations, la même façon de parler, tout ça. Donc, bon. Pour moi, la version longue est quand même perfectible sur certains points. Ouais, bon. Ok, ça marche. De toute façon, à la discrétion de chacun. C'est pas... Voilà. C'est pas primordial. Nous, on vous conseille surtout les 2 premiers, quoi qu'il arrive, si vous le découvrez. Mais bon, allez-y jusqu'au 4, parce que le 4, on va en parler. Le 4, on va en parler. On l'emmène pas. Va te faire foutre! On l'abandonne pas ici! Il en a un à l'intérieur, dans le ventre. Je peux le sentir. Dans le ventre? Dans le ventre? J'ai quoi dans le ventre? Dites les mecs, je refuse d'avoir une saleté pareille à côté de mes fesses sur le bêtis. C'est beaucoup trop risqué. Mais qu'est-ce que j'ai dans le ventre? Il n'est pas question qu'on l'abandonne. Je croyais que tu voulais pas que cette merde se propage. Qu'est-ce que j'ai dans le Écoutez, ventre? il y a sûrement un moyen. Essayez de le sauver. On n'a pas le temps. Je ne peux pas faire ça ici, le labo est hors service. Qu'est-ce que j'ai dans le ventre? J'arrange le coup. Dans la nuque. Il sentira rien, c'est la meilleure solution. J'ai quoi dans le ventre? Non, il doit y avoir une autre façon. Et si on le congelait? Vous allez me dire ce que j'ai dans le ventre! Et donc là, à nouveau, saut dans le temps. Ouais, saut dans le temps, dans les deux sens, hein, au niveau du film, au niveau de la sortie du film, hein, puisqu'on passe de 92 à 97. Ouais, la résurrection, 5 ans plus tard. Et 200 ans plus tard, dans le film. Et le temps passe. Waouh, oui. Et donc, cette fois, c'est Sigourney Weaver qui nous fait venir Jean-Pierre Jeunet, Frenchy, French Touch dans le cinéma. Tu avais fait des films cool déjà à l'époque. Hein. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est après avoir vu... Mais déjà, alors, Fincher, il y a quelque chose de La Cité des Enfants Perdus dans le 3. Ouais. Il y a quelque chose, l'esthétique sale des il était sorti à l'époque de Cité des Enfants Perdus? Je crois que c'est 93. Ah, je suis pas certain. Tu peux faire une fact-checking en direct, il me semble. Et ça, moi, j'aime bien faire ce parallèle. Je me dire que Fincher avait vu La Cité des Enfants Perdus, ce qui a orienté le choix de Sigourney Weaver de faire venir Jean-Pierre Jeunet pour le suivant. 95, La Cité des Enfants Perdus. Ouais. Ok. Ben non, après, parce que Alien 3, c'est 92. Ah ben alors même moi, je me trompais dans mon raisonnement. Ouais. Bon, mais ok. Bon, ben j'ai rien dit alors. Mais après, effectivement, hein, on est sur cette ambiance un peu creepy, un peu malaisante. Ça était très cool et malaisant aussi. Et bon, bref, voilà. T'en penses quoi dessus là? J'adore ce film. Ah ouais. Moi j'ai du mal. Ah mais moi je me souviens de quand je l'ai vu, donc la première fois, cette fameuse nuit, être sorti de ce film. Après le 3, m'être dit, ouf, c'est un peu lourd quand même. Il devait être 2h du matin. Et alors après le 4, me dire, ah punaise, j'ai pas envie d'aller me coucher, quoi. J'étais trop jouasse. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Alien 4. Je sais, on n'est pas nombreux. Oh, il y a des gens qui l'aiment. Après moi, voilà, il fait pas partie de mes préférés. Mais... L'aspect fun, je trouve que, contrairement à ce que tu viens de dire, il sert le film et il est volontaire. C'est-à-dire que c'est pas un film qui est fait pour te faire flipper, c'est pas un film d'horreur. C'est un film... On repart sur le 2, le côté funky, un peu décalé, mais pas trop. Le groupe des 4... non, ils sont combien? 5 ou 6 mercenaires. Les pirates, il y a Cole, Vriss, Joner, Christie et plus 2 autres, je crois. Okay. Qui sont 6 ou 5 ou 6, ouais, 5, 7. Ouais. Bon, par là. C'est cool. Moi, je les aime bien, je les trouve hauts en couleur. Il y a le retour de Pichon qui est super cool. Pour ça, le casting, je le trouve énorme. Ron Perlman, excellent, est un acteur que j'adore. Et puis tous, comme tu dis, sont vraiment très variés. Donc pour ça, je peux que te suivre là-dessus. Ouais. Et Brad Dourif aussi, d'ailleurs, le méchant scientifique qui vient derrière la vitre se coller. Qui est Gilliman, ouais, lui, il est très malaisant, lui. J'adore Brad Dourif. Et je sais pas, moi je trouve que c'est un film qui... chaque film a la patte de son réalisateur, on l'a déjà dit. Là, pour le coup, Jeunet qui débarque...
sais, c'est un truc inattendu. Tu t'attends pas à du Jean-Pierre Jeunet sur du Alien. Sur du Alien. Non, je pense que c'était de la surprise pour tout le monde. Hein. Ça change là parce qu'il y avait quand même un point commun entre les 3 premiers, c'est que c'était des films assez sombres visuellement. Là, on n'est pas hyper sombre, on est différent. Il y a, je sais pas, j'ai quand même l'impression que non, ce serait dévaloir le travail de Cameron. Le film Aliens est un film de Cameron, mais le film Alien 4 est vraiment un film de Jeunet, quoi. C'est vraiment le film de son réalisateur. Mais celui de Cameron aussi. Je sais pas, j'aime bien l'histoire en plus, je trouve cool. Moi, c'est le trope du début en fait. Ça te dérange? Je trouve que le côté on a récupéré ton sang congelé, puis on a essayé de le cloner. Je trouve le début hyper capillotracté. Voilà. Ta gueule, c'est de la SF. Ouais, ok. Ouais, ok. Ouais, ok. Quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais on est sur cette raison-là, mais je pense que la raison marche en fait. Hein, tu vois, c'est comme quand tu vois, bon, ta gueule, c'est magique, ça marche. Ouais. Mais on est sur ça. Et peut-être que je l'intellectualise. Ah, ok, je vais aller voir un orthophoniste. Merci. Mais je sais pas, parce que. Je sais pas, il y a tout un propos écologique qui débarque à la fin que t'as pas vu venir. Ça, pour le coup, c'est dans la version directeur, c'est ça? À la fin, quand ils arrivent sur Terre. Ah oui, le côté, la scène de fin est différente, effectivement. On se projette encore 200 ans plus tard. On était déjà dans le futur avec des possibilités assez faux-folles. Qu'est-ce qu'on peut faire de pire, de plus loin, de plus profond? Le clonage. Oui, complètement. Moi, ça me va. Je sais pas, j'aime bien. Non, mais après, c'est plus... le film en soi est plutôt cool. La réinvention du personnage de Ripley est folle. Je trouve que Sigourney Weaver là-dedans, elle est folle. Ah ouais, non, mais là, je parlais son côté xénomorphe. Je parlais de nihilisme après le 3. Son personnage a complètement perdu toute humanité. Ah ouais. Peut-être pas tout, mais non, pas tout, parce que tu vois les scènes où elle retrouve les autres clones et tout. Enfin voilà, il y a ce côté humain. Mais je trouve qu'elle est dans son personnage de fou. Elle arrive à bouger par moments comme un xénomorphe quand elle regarde. Elle est très impliquée avec ses mains. Voilà. Enfin, tu te dis, oh là 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 là, elle est vraiment au top du top. Mais c'est malgré tout un film qui, moi, peut-être que j'ai trop réfléchi au début, trop réfléchi à, on t'a cloné grâce à ci, grâce à ça, et que du coup, j'ai eu peut-être un a priori sur le départ du film, tu vois. Et qu'au fur et à mesure des visionnages, j'apprends à l'aimer. Voilà. Parce que je trouve que le jeu d'acteur est énorme, parce que Winona Ryder qui se donne à fond aussi. Winona Ryder est excellente. Tous les personnages sont excellents. Limite, celui qui me déçoit le plus, c'est le chef des pirates, qui est le premier à mourir, mais qui est peut-être pas, qui a pas un jeu de fou. Manque de charisme, mais bon. Après, en même temps, à côté de Ron Perlman, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas faux. Mais même les autres, même le Black, comment il s'appelle? Ouais, il est cool. Gary Dourdan, Christie est énorme. Ils sont tous très cool en fait. Tous les personnages sont très cool, les répliques sont cool. Ouais, peut-être que le côté marrant aussi, comme tu me dis. Effectivement, si je le rapproche du 2, ça y était aussi, et c'est ce qui fait son charme pour moi. Donc ouais, je suis peut-être trop difficile sur ce film. Je suis peut-être trop méchant, effectivement. Puis il y a un travail de mise en scène. Enfin, la scène sous l'eau avec ce personnage, je sais plus lequel, là, qui se fait attraper la jambe par l'alien. C'est la nana. Ouais. Pareil, ça fonctionne bien. Et puis je me demande le travail que ça a dû prendre parce que ça dure longtemps. Je sais pas, moi je trouve qu'il a fait un travail assez fou. On retient aussi souvent là sur internet là la caméra qui suit la grenade. Au début, il y a un personnage qui balance une grenade. Je me souviens plus très bien, excusez-moi. C'est le général qui balance une grenade dans la capsule. Suit la grenade et je trouve ça assez chouette. Il y a un travail de mise en scène qui est foufou. Pareil, les angles de caméra choisis quand Ripley tire avec son fusil et que ça rebondit dans tous les sens. C'est chouette. C'est pas elle qui le fait? Non, c'est Christie. Ouais. C'est le Black avec les dreads qui a les pistolets coincés dans les mains. Ah ben voilà, donc voilà. Par contre, la scène de Ripley, c'est le ballon. Il y a le ballon, et puis il y a quand elle passe son fusil dans le corps
du capitaine des pirates. Ah oui. Et qu'il y a l'alien qui arrive. C'est cette scène-là qui est folle. C'est repris dans Romulus, non? Non, pas dans Romulus. Je sais plus. Peut-être dans un AVP. Je sais pas. Ah, mais c'est je sais plus. Mais ouais, cette scène-là, par exemple, oui, effectivement, en termes de mise en scène, elle est folle. Ouais. Bref, moi j'aime énormément le 4. Et tu sais, au début, là, on disait c'est lequel ton préféré. Je ne sais pas lequel c'est mon préféré, mais je les aime tous les 4. Parce que c'est 4 films très, très, très différents, terriblement complètement différents. On n'a pas les mêmes ambiances, on n'a pas le même propos, on n'a pas le même, la même forme. On peut pas, enfin moi je peux pas les distinguer. Il y a un film d'angoisse, un film d'action, un film limite d'horreur, un film comique. Fun. Ah mais pas comique, mais voilà, c'est 4 formes tellement différentes que je suis pas capable de dire lequel des 4 est mon préféré. Par contre, si tu prends les 6, je suis capable de te dire lesquels sont les 2 les plus mauvais. Et ça, les 6 ou les 7 Parce que là, du coup, maintenant, on en a 7. Oui, les 7, oui, c'est vrai. Oui, bon, bref, on en reparlera bientôt. Donc voilà, moi j'aime énormément cette saga pour son entièreté, en fait. Et suivant les émotions que j'ai envie de vivre, je ne mettrai pas les mêmes. Ouais. Et le 3, du coup le 4, pardon, version longue. Ouais. Alors là, pour le coup, je sais pas. Les différences, c'est quoi? T'as le générique déjà. Je sais pas si tu te rappelles le générique du 4 en version normale, c'est des espèces de gros plans sur les clones. D'accord. Qui, je trouve, limite te spoil la scène des clones après. Ouais, tu sais où tu vas. Ouais. Et dans la version longue, dans la version spéciale, puisque Jean-Pierre Jeuny nous dit This is a note, Director's Cut, because the Director's Cut is celle que vous avez vue dans les cinémas. C'est énorme avec son accent, c'est oui, il génial. était tout à fait satisfait. De toute façon, lui, il était juste content d'être allé là-bas et d'avoir une telle liberté. Alors que normalement, un Français qui va faire du cinéma aux États-Unis, il n'a aucune liberté. D'ailleurs, je pense que ce film a participé à faire dire aux producteurs il ne faut pas laisser les Français faire ce qu'ils veulent quand ils viennent chez nous. Mais je sais pas. Et du coup, la version du générique de la version longue, de la version spéciale, c'est une espèce, t'as l'impression que ça grossit sur un xénomorphe et tout ça, et tu vois que c'est une mouche voilà, qui se fait écraser. Qui se fait écraser, après, floup. Voilà, je trouve que il est top. Ça, c'est tu as la scène dans le... Allez, dans la crèche, le truc religieux, la chapelle, avec Cole, avec l'androïde, tu sais, qui se connecte, qui dit alerte, machin, tout ça, justement où elle parle avec Ripley. Ok. À ce moment-là, tu as cette scène-là qui est en plus, et la scène de fin justement où ils atterrissent sur Terre et que tu vois une Terre désolée, un Paris, on l'avait pas dans le truc. Voilà, un Paris post-apo qui pour le coup est vraiment très cool et qui n'est pas dans la version courte non plus. Ouais. Donc pareil, toi aussi. Plutôt la version Director's Cut. Ouais, oui. Ça change pas énormément. Mais remarque si la fin quand même, il y a à nouveau un côté nihiliste et un peu décalé. Ouais, non, moi ça me va. Ouais, moi je préfère ça aussi. Ok. Voilà pour cette saga sur une femme forte. Comment ? Une femme forte. Une femme forte. Hélène Ripley, quoi. Bravo. Bravo à toi, Hélène, si tu nous écoutes. De là où tu es. Je suis parti trop tôt. Merci, Julien. Avec plaisir. Merci à toi pour cette émission qui est très très cool sur une saga qui est vraiment très 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 cool. Ouais. Mais la saga n'est pas finie. Et non, c'est pas fini. Malheureusement, je dirais. T'es pas content, je t'ai énervé. Non. Nous, pas du toi tout. Et moi, on va enchaîner immédiatement avec l'enregistrement de cette suite de la saga. Vous qui nous écoutez, on se retrouve, je ne sais pas exactement quand pour la suite. Peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, parce que suivant les autres émissions de Plongée dans le Noir. Mais bon, restez à l'écoute de Radio Koto, que ce soit en direct ou en différé. Donc Radio Koto, je rappelle si je retrouve les notes, 97.7, 104.5 et www.radiokoto.com. C'était Plongé dans le Noir. Salut Julien, à bientôt. Salutations, à bientôt. Ciao.